Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, j'ai la patate. Bienvenue dans cet épisode de Entre Écailles, notre émission où on invite un acteur de la terrariophilie française pour discuter avec lui de sujets qui, bien sûr, vous intéressent pendant presque 1 heure. L'invité du jour, vous commencez à le voir régulièrement sur la chaîne, c'est notre invité préféré. Cet homme, c'est Clément Pigot et il a décidé aujourd'hui de discuter avec moi de comment bien débuter avec les serpents. C'est évidemment un expert de chez Reptilis, ses conseils sont d'or. Bref, bon épisode à vous, c'est parti. Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de Entre Écailles. Salut Clément. Salut Mathieu. Ça va? Vous pouvez répéter la question, j'ai pas compris. Le mot ça va? Ah, ça va? Ouais, Est-ce ça que va. ça va bien? Ça va super. Et toi, ça va? Ça me fait hyper plaisir de t'accueillir aujourd'hui Clément. C'est une thématique qui te plaît particulièrement. Aujourd'hui, tu vas nous expliquer comment bien débuter avec les serpents. Ah ouais, vraiment? Je vais faire ça. Est-ce que tu peux juste te présenter? Me présenter? Il y a tellement de gens qui te connaissent pas, ça fait que 4 ou 5 podcasts qu'on tourne ensemble. Ouais, donc pour ceux qui me connaissent pas, Clément, c'est mon prénom. Je suis le gérant un peu de la boutique de Bailleul de Reptilis Shop. Je travaille pour Stéphane et Anne-Laure qui sont sur le centre d'élevage de reptiles. Et moi, je travaille principalement à la boutique de Bailleul. Donc les reptiles, c'est ma vie. C'est ma passion, mon obsession, d'où ma présence ici pour en parler avec toi et avec vous. Et vous êtes vraiment connu sur la toile. Sur la toile, ça fait sur rire le web. ça, hein, sur le web. Bah ouais, on est connu sur Internet parce que je partage pas mal de choses au niveau des réseaux sociaux avec Stéphane, avec Thibaut. Donc j'anime aussi pas mal les réseaux, j'aime bien ça. Donc on essaie d'être assez présent vu qu'aujourd'hui c'est quand même important pour notre commerce. C'est hyper important. Ouais. Alors Clément, tu sais, tout le monde le sait, moi je suis plutôt lézard et toi tu es plutôt serpent. C'est vrai. Si tu devais nous en dire plus, là, les gens qui nous regardent aujourd'hui, ils veulent savoir. Écoute, je connais que en serpent, d'ailleurs, moi c'est mon cas. Je suis pas expert du tout en serpent, j'aime bien, j'en fais un peu, je pratique un peu. Je suis globalement, je sais pas si on peut dire débutant, tu vois ce que je veux dire? À l'échelle de ceux qui s'y connaissent en serpent, je suis un gros noubard, quoi. Ouais, alors ça dépend en fait à qui tu parles parce que en fonction de avec qui tu vas discuter, tu vas être un expert, tu vas être un débutant. Ça dépend avec qui on parle. Effectivement, il y a des gens qui vont regarder le podcast et qui vont se dire non mais attends, on parle de quoi là? Je veux de la donnée hyper technique. Puis d'autres qui vont se dire ouais, c'est trop pour moi. Donc ça dépend avec qui on discute. Mais si on parle de l'échelle terrariophile, je trouve que tu es quand même un petit peu au-dessus du débutant parce que tu te débrouilles très bien avec les serpents. Donc, c'est très gentil. Ouais, non, t'es pas juste un débutant parce que tu m'appellerais toutes les 5 minutes à me poser 50 questions et c'est pas le cas. Donc non, voilà, t'es un peu dur avec toi-même, je trouve. Et du coup, j'ai plein de mouchettes là dans mon café, c'est insupportable. Ouais. Et café houblon. C'est l'été ça. Et ton café au houblon, ouais. Bon, j'ai bougé.fr. Du coup, comment bien débuter avec les serpents? Ok, comment bien débuter avec les serpents? Première chose que j'aurais envie de dire... Vous appelez le numéro de Reptilis, vous demandez Clément Pigot. Appelez Reptilis pour bien débuter dans les serpents, ça vous évitera bien des déconvenus. Non, la première chose déjà, ça va faire écho un petit peu à un sujet qu'on a déjà discuté, par quoi faut débuter ou quoi que ce soit. Prenez un serpent qui vous plaît. Donc pour bien débuter, de toute façon, dans n'importe quelle chose, il faut prendre son temps. Faut pas se dire je commence dans les serpents, la semaine prochaine j'ai acheté un serpent. Genre, prends ton temps de savoir ce que t'aimes parce qu'il y a tellement de choses de disponibles en fait. Quand tu vas dans les animaleries, tu vois souvent un peu les mêmes parce que c'est les best-sellers, parce que souvent ils sont dispo dans plein de couleurs différentes, c'est sûr, et qui sont faciles à maintenir. Mais il y a plein d'autres espèces qui sont aussi un petit peu différentes au niveau morphologie, au niveau maintenance et tout ça, qui sont aussi simples à maintenir en captivité. Et que les gens souvent ne prennent pas parce qu'ils sont un peu frileux, genre celui-là je ne l'ai pas vu sur les réseaux sociaux, ou mon cousin qui a beaucoup de serpents il n'en a pas, donc je sais pas, je vais pas trop commencer avec telle ou telle espèce. Première chose ce serait ça, prends ton temps d'être sûr de trouver une espèce, tu te dis allez ça c'est cool parce que cette couleur, ce comportement ou cette morphologie m'attire. Et tu sais que ça vaut pour tous les reptiles de manière générale. Pour les lézards, on peut dire la même chose. Hein. Bien sûr, pour les lézards, pour les insectes, pour les amphibiens, voilà. Les amphibiens, les chevaux. Non, pas les chevaux. Parlons pas de chevaux. pas sur les chevaux, moi. Restons sur les serpents. Restons sur les serpents. Bon, alors du coup, toi, en tant que conseiller en magasin, gérant de magasin, t'as quelqu'un qui arrive. Bon,
vers quoi tu vas l'orienter dans les questions qu'il va te poser. Voilà, il connaît pas. J'aime bien les serpents. J'ai un feeling depuis que je suis petit. Voilà, j'ai pris des livres, j'ai lu un petit peu, mais je connais pas bien. Moi, j'ai vu des cobras et je trouve c'est beau. Il y a une collerette, machin. Qu'est-ce que je peux faire? Déjà se retirer l'idée dans la tête qu'on peut commencer avec du venimeux, hein, parce que Ouais. déjà pour des raisons légales en France c'est pas possible, pour des raisons de sécurité on n'a même pas besoin d'en parler. Non, quelle est mon approche? Mon approche elle va être différente en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Tu vois, c'est-à-dire que si c'est un parent qui vient pour son enfant, ou alors que c'est un adulte qui a l'air d'avoir bien réfléchi et tout ça, sûr que je vais pas avoir la même approche. Mais pour répondre à ta question de manière plus générale, souvent des fois je vais déjà commencer par dire est-ce que vous avez fait un tour dans la boutique et est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous plaisait? Et en règle générale à la boutique, à Bailleul, en grande majorité, on va avoir une section python, royaux, même si on a d'autres pythons, une section boa constrictor, même si on a d'autres boa, et une section couleuvre, des blés, même si on a d'autres couleuvres. Je ne l'ai pas préparé ça, mais c'est sorti tout seul, c'est pas mal. Ouais. Et souvent, les gens vont dire « Ah, mais moi, j'aime pas trop les couleuvres, je sais pas, c'est trop fin. Par contre, j'aime bien les boas, les pythons. » Souvent, c'est la tête est bien démarquée du corps. Je fais « Ok, donc là, on est sur quelque chose de très visuel. » Et je vais effectivement les sortir, les serpents, pour que les gens puissent les manipuler, voir un petit peu le feeling, le ressenti. Les boas et les pythons sont quand même plutôt nocturnes. Ouais. Donc le gars, s'il me dit moi je bosse de nuit, je les verrai jamais, il va me falloir quelque chose de diurne. Alors dans ce cas-là, on va peut-être aller vers des couleuvres. Tu vois, je tâtonne un petit peu comme ça, quoi. D'un côté visuel, d'un côté comportemental. Qu'est-ce que la personne recherche ou comment est-ce qu'elle s'imagine avoir des serpents? D'accord. Du coup, la première étape pour bien débuter avec du serpent, c'est voilà, d'essayer de venir sentir l'odeur, je sais pas comment expliquer, de s'initier un peu à Les mettre les pieds dans le plat. tu qu'est-ce qui pourrait éventuellement me plaire dans ce qui est présenté là, par exemple, ce qui existe. vois. Ouais. Bon, moi, je suis plutôt un peu tenté par ceci, un peu tenté par cela. C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Voilà, Ouais. l'aspect visuel ou un autre sentiment, un esprit, quelque chose. Ok. Ça, c'est le premier truc, tu vois, savoir Ouais. où aller. Et souvent aussi, ce que j'essaye de bien faire comprendre, c'est que c'est pas un nouvel animal de compagnie. J'aime pas ce terme. Ah, Non, parce que l'animal de compagnie, il suggère que ce soit un animal en fait qui va te renvoyer de l'affection comme un lapin. Tu vas pour poser sur toi, lui faire des caresses, il va se détendre, il va se calmer, tu vas faire des... Ça, c'est un animal de compagnie. Quand tu as un perroquet qui va clairement créer un lien avec toi et tout, des liens forts, ça, c'est un animal de compagnie. ouais. Le serpent, il va te reconnaître. Il va peut-être même aller te faire confiance à toi et à personne d'autre parce que tu es son humain qui s'occupe de lui, donc il va te faire confiance. En revanche, aujourd'hui, selon les connaissances actuelles, on n'est pas certain, on est même plutôt convaincu qu'il n'y a pas vraiment de retour affectif d'un animal qui est intrinsèquement pas social de base avec ses congénères. Il y a très peu de serpents qui vivent à plusieurs. Et la plupart du temps, c'est un animal qui est solitaire, donc il n'y a pas de raison qu'il s'attache à un humain. Et même en vivant à plusieurs, ça va surtout être des regroupements pour accouplement, etc. Pas forcément pour avoir une vie sociale. Non. Après, la présence d'un autre serpent peut en calmer un autre, parce que les serpents émettent des phéromones. Et un serpent qui va être très calme, détendu, qui va émettre des phéromones de bien-être, qui va être capté par l'autre serpent comme étant « Écoute mec, il n'y a pas de problème, détends-toi, ici tout va bien ». Et ça va calmer l'autre serpent. Mais ça va pas, en 2023, on pense que ça va pas jusque-là, ça va pas plus loin que là, je veux dire, tu vois. Ouais. Donc si la personne me dit, moi je veux avoir un serpent pour, je veux le câliner, je veux le cajoler, je veux qu'il m'accompagne partout, je veux partir en vacances avec, je pars dans les extrêmes, mais il faut que les gens comprennent que ce sera pas le cas. Qu'on va plus être globalement sur le contact qu'on aurait avec des poissons d'aquarium, qui vont te reconnaître, qui vont être contents quand tu seras là, parce que évidemment, tu te donnes de la bouffe, donc les poissons sont devant la vitre, ouais, chouette, on va être nourris. Les serpents, c'est pas exactement pareil, ils sont pas là, genre, ouais, chouette, je vais avoir ma souris, etc. Mais ça va être un plaisir contemplatif. Même si tu peux sortir ton serpent, le manipuler, etc., il va être dans la tolérance de cette manipulation. C'est ça. Moi, j'ai tendance à dire Et qu'au voilà. mieux, le serpent te tolère. Oui, Il va pas t'aimer, il va Non. pas chercher après toi. Et s'il te voit plus jamais de sa vie, il va pas pleurer. c'est ça, ouais, tu vas pas lui manquer en fait. Tu vas pas lui manquer. C'est quand même différent des lézards à ce niveau-là. Même si les lézards, c'est pas des chats ou des chiens, Non. il y a quand même quelque chose en plus que le serpent, je trouve. En tout cas, tu vas parler de varan, de machin. Il y a des dimensions Ça va un peu plus supplémentaires. loin. C'est-à-dire que j'ai l'impression de voir des lézards joueurs. Ça arrive. Hein, salut Laurine. Je pense pas avoir vu, là comme ça, ne m'en vient pas, de serpent jouer, vraiment.
J'ai jamais vu ça. Donc, est-ce qu'il y a un intellect différent chez les serpents ou est-ce qu'il y a simplement ce qu'ils ne sont pas assez compris je ne sais pas. Mais en effet, il y a cette dimension qui les sépare. Quoi. On a vraiment des comportements diamétralement opposés chez les serpents et des lézards. Quoi. Ouais, ok, ça marche. Alors du coup, je reprends les étapes. Pour bien débuter déjà, on fonce pas tête baissée. À la rigueur, c'est conseillé d'aller voir quelqu'un qui connaît. On parlait reptilis, mais vous n'êtes pas les seuls. Mais non, des Bézosaurus par exemple. On se pose la question. Déjà, dans les serpents, qu'est-ce qui existe dans les styles et lequel de style va me plaire le plus en termes de sensibilité, de machin. Une fois qu'on a ça, il faut prendre en compte et accepter le fait que ce sera jamais un chat, ce sera jamais un chien, ce sera jamais un cheval. Peu importe ce que vous voyez sur Internet ou des vidéos qui ont été bien tournées, des réels, des machins ou quoi que ce soit, ou des témoignages de gens qui disent non, mais le mien, il m'aime vraiment, je l'ai vu en songe. Okay. Donc là, en fait, on va avoir le package de préambule, de pré-intro à est-ce que je veux un serpent ou pas. Si tout ça c'est compris, on peut se dire aller plus loin, maintenant, je veux un serpent. Et alors, la suite, c'est quoi ? La suite, c'est quoi ? Allez, prends une branche. On part sur celui qui, comme moi, il va aimer ce qui est plutôt fin. Plutôt effilé, avec une tête pas forcément trop démarquée du corps et un corps qui sera pas un boudin. Ok, donc on oublie les pitons curtus, les brongyors, mais les Candoya aspera et tout ce qui est longiligne et qui part dans les armes. Donc après, écoute, c'est pas si compliqué que ça. Je propose différents animaux. Ouais. Et en fonction du degré d'implication de la personne et si c'est un débutant ou pas, je vais lui proposer des serpents. Parce qu'il y a des animaux qui sont compliqués à nourrir, il y a des animaux qui sont compliqués à manipuler, qui sont très mordeurs, etc. Et tout, et d'autres qui sont relativement simples. Tu ouvres, tu prends le serpent, tu le manipules, tu le remets, tu le nourris juste après, ça passe. Ouais, c'est ça. Bon, on aura tendance à tous penser à la gute, les laves gutata, hyper facile. Ouais. Parce que c'est un serpent qui est calme, que tu peux attraper rapidement. Et ce qui est dingue, c'est qui mange bien. Et c'est vraiment l'espèce qui est comme ça, quoi. Ben ouais, et il n'y a pas que ça, en fait, qui en fait un serpent super pour débuter. C'est aussi le fait qu'elle est disponible dans une quantité de couleurs astronomiques. Il y a énormément de phases ou de morphes de couleurs. Donc c'est pour ça qu'elle est si mise en avant que ça. Ouais. Tu vois, s'il y avait un serpent, je vais dire une connerie, le Lamprophis par exemple, qui était aussi divers en coloris, ce serait peut-être lui la star. Mais aujourd'hui, le serpent des blés est le plus coloré, celui où il y a le plus de choix en termes de couleurs pour un petit serpent d'1m20, 1m40, qui se loge facilement, même à plusieurs, qui se reproduit facilement, qui n'est pas mordeur pour dessous. Donc voilà, c'est sûr que celui-ci, ça fait un très très bon candidat pour commencer. Après, voilà, si le gars me dit non, moi j'aime les serpents verts qui fait vachement jungle, comme les Goniosoma qu'on peut voir sur ta chaîne, bon là, ok, on peut passer sur du Goniosoma. Moi, c'est pas forcément le serpent que je recommande tout de suite, parce que on va pas pouvoir le manipuler forcément autant qu'un Pantherophis guttatus. C'est plus caractériel, ouais. Ça se reproduit pas très bien. Et ça ne se démarre pas très bien. Démarrer, là, j'entends, tu as des bébés qui sortent de l'œuf, tu vas être là avec ta souris et mange. Et le bébé est là, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Qu'est-ce qu'il me veut ? Il va pas manger facilement. Tu vois, pour moi, c'est pas un serpent super pour débuter. Mais est-ce que pour débuter, on se pose les questions de débuter un bébé manger machin ? Non, peut-être pas forcément, mais je l'inclus quand même dans le package. Après, ça dépend aussi du profil que j'ai en face, tu vois. Je veux dire, une personne qui est hyper motivée, qui a lu énormément et que je sens qui est impliqué et patient, ok. Il y a des gens qui sont pas forcément comme ça et c'est pas grave. C'est des gens qui sont peut-être débutants en terrariophilie, qui seront peut-être pas aussi impliqués que nous, qui sommes vraiment passionnés, qui en prennent soin. J'ai beaucoup de clients qui prennent soin de leur animal, mais qui sont peut-être pas aussi savants dans la provenance de l'animal, ses mœurs, la compréhension, etc. Ils s'en occupent bien, mais ça va pas plus loin. C'est bien aussi. Et très bien, de toute façon, il faut de tout, de toute manière. Hein, et ces gens-là, effectivement, souvent, c'est plus simple qu'ils partent avec une gute plutôt qu'une Goniosoma, par exemple, même si, effectivement, une Goniosoma, pour plein de gens, ça va être très facile à élever. C'est pas l'animal que je recommanderais forcément tout de suite pour débuter. Le Python royal, c'est un bon serpent pour débuter, mais il faut être bien conseillé. Il y a encore trop de gens, tu vois, qui nous appellent chaque année. Oui, mon Python royal ne mange plus, je comprends pas, il mange plus. Un Python royal qui est adulte, régulièrement, pas tous, mais pour beaucoup, il passe par une période de jeûne, plus ou moins longue, qui souvent coïncide avec la saison sèche dans la nature.
Et ils savent que dans la nature, ils ne trouveront pas à manger, donc ils arrêtent de s'alimenter en captivité. Et des fois, il y en a, pour certains, ça dure un petit peu. La saison sèche se termine. Donc en gros, on finit l'hiver, on arrive dans l'été, le serpent refuse toujours de s'alimenter. Il faut nous appeler, on a des petits trucs et astuces pour vous aider et on part. Donc c'est pour ça que c'est un bon serpent pour débuter, mais encore trop de personnes sont mal conseillées ou pas renseignées. Ou alors, attention, on en profite, on est là, justement, j'en profite. Ils ne posent pas les bonnes questions. Je dis ça parce que moi, ça m'est arrivé des fois d'oublier, mais parce que dans une journée comme un samedi, tu viens à la boutique, des fois, tu vois comment ça se passe. On a énormément de gens, j'ai pas le temps de tout expliquer. L'élevage d'un animal ne peut se résumer à une simple conversation. Donc, on s'attend à ce que les gens fassent un petit peu de recherche de leur côté derrière. C'est pour ça qu'on fait des podcasts. C'est pour ça qu'on fait des podcasts pour les aider parce qu'en bouquin, il y a beaucoup de choses en anglais. Il y a très peu de choses en français. La littérature française qui est disponible aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont assez succinctes, qui sont un peu vieilles. C'est pour ça que c'est pas mal de s'abonner à Reptile Mag parce que ça, c'est des connaissances qui sont actuelles et c'est pas des livres qui ont été parus quand on était gamin. Donc, on a des connaissances qui sont actualisées. Mais c'est vrai que c'est pas facile aujourd'hui pour quelqu'un qui veut se renseigner parce que la majorité de ma clientèle me dit bah oui mais j'ai vu ça dans un groupe de passionnés. Le gars avait l'air de savoir, ou la fille de savoir de quoi il parlait parce qu'il était très éloquent, il possède beaucoup de reptiles et très rapidement en fait il y a beaucoup de choses qui sont faites pour aider un animal qui mue mal ou qui mange pas, qui sont contre-productifs ou qui marchent tout simplement pas. Donc, faut bien se renseigner pour commencer effectivement la thériophilie ou avec un serpent. Et pour bien commencer, il faut trouver un mentor. Donc, un mentor, c'est pas forcément un spécialiste dans tous les sens, mais un maître. Quelqu'un en ligne qui a fait ses preuves, qui maintient correctement ses animaux et prendre ses conseils à lui, ou une boutique. Préférentiellement la mienne, pour vous accompagner ou quelque chose. Mais le risque, c'est de prendre un petit peu de conseils à droite, un petit peu de conseils à gauche, un petit peu de conseils ici, etc. Et souvent, toutes ces méthodes mises ensemble, elles ne fonctionnent pas. C'est comme si tu prenais une recette, tu te dis « Ok, je vais prendre 5 recettes différentes pour faire un hachis parmentier, je vais prendre la cuisson de celui-là, le temps de cuisson de l'autre, la température de celui-ci, etc. » Mais ça ne marche pas. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein de façons d'élever des animaux, plein de façons différentes, mais il faut suivre toutes les étapes de chacune de ces façons. Tout ne se mélange pas. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, non, mais je comprends complètement. En fait, ce que tu veux dire, c'est que si tu prends une voie, reste dans cette voie-là. Ouais, quelque voilà. part, Pour c'est pas ça. être trop confus. Écoute les autres, mais reste dans cette voie-là. Si tu sais pas trop ce que tu fais, si t'es pas trop sûr de où est-ce que tu vas et que tu débutes, il faut savoir faire confiance à ceux qui ont déjà fait. Ouais, quand même. Mais parce que c'est difficile au début de réussir à tirer le vrai du faux. Dans des sites internet ou des forums, et toi, les forums, les trucs. Bon, alors on va casser une idée reçue Allez. qui marche pour tous les reptiles, mais aujourd'hui on parle serpents. Élever des serpents, commencer dans les serpents. Vous êtes intéressé par les serpents, ça vous attire, mais Tata, elle vous a dit c'est dégueulasse. Votre copine, elle vous dit c'est dangereux. Elle dit ça sert à rien aussi. Ouais. Ça, je l'entends, ça. Ou votre copain, il vous dit c'est difficile et c'est cher. Ah ouais. Tu réponds quoi à tout ça ? Alors, à tout ça dans l'ordre. Vas-y, fais-les-moi dans l'ordre, la question-réponse là. Fais Allez, ton travail de journaliste, ouais, Mathieu. C'est ça, de chroniqueur. Vas-y, puis moi je réponds là. Alors, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça amène des maladies, c'est affreux, c'est pas hygiénique. Ok, alors pas hygiénique, ça c'est valable pour n'importe quel animal en fait. Je veux dire, un chat, tu nettoies pas sa litière et quand il gerbe sur le sol, un mitsui, tu nettoies pas, bah c'est sale. Mais si tu nettoies, ce sera pas sale. Un serpent en moyenne, une grosse moyenne, ça mange une fois par semaine, ça fait un caca par semaine. Et pour certains, ils se retiennent longtemps et ça fait pas un caca par semaine, ça fait moins. Ça sent pas mauvais, donc c'est facile à nettoyer. C'est pour ça que nous, les thériophiles, bien souvent, on n'a pas qu'un seul serpent, on en a plusieurs parce que c'est si facile à entretenir. Et que ça sent pas mauvais, c'est hypoallergénique. Personne n'est allergique aux serpents, ça n'existe pas, tu vois. D'accord. Donc ça, c'est la première Contrairement chose. Contrairement aux chats, aux chiens, aux oiseaux, etc. Donc c'était ça dans ta question, c'était est-ce que c'est sale, est-ce que ça amène des maladies ? Les maladies, les zoonoses, qui sont transmissibles d'un animal à l'homme, potentiellement oui, mais je voudrais ramener le niveau d'inquiétude là où il devrait être. Je bosse avec les serpents depuis pas mal d'années, même si je me lave les mains, etc. et tout, je vais souvent grignoter entre quelques ventes et quoi que ce soit. J'ai jamais développé quoi que ce soit
la salmonellose, hein, c'est ce qu'on en a parlé dans un autre podcast. Ouais. Elle est présente, certes, mais c'est pas non plus le truc. J'ai manipulé mon serpent, j'ai oublié de me nettoyer les mains. Mon Dieu, je vais attraper la salmonelle. On se détend un peu. Tout va bien se passer. C'est pas si sale que ça, quoi. C'est dangereux, ça fait peur, ça mord. C'est dangereux, ça fait peur, ça meurt. Alors ça fait peur, ça dépend des gens, parce que moi j'ai jamais eu peur des serpents. Je serais mal à l'aise face à un serpent venimeux sans crochet, sans rien, mais c'est dangereux. Un python de 5 mètres, c'est dangereux. Une élave gutata, un petit boa constrictor, non, c'est pas dangereux. Donc les serpents en fait qui sont accessibles par des débutants, par monsieur madame tout le monde qui viennent dans une reptilerie, Reptilis, Bébésaurus, voilà. Ils arrivent, les serpents qu'il y a là, il n'y en a aucun, absolument aucun, qui représente un danger. Je dirais pas absolument aucun. J'imagine un boa constrictor qui est aujourd'hui en vente libre, parce que c'est un animal qui est très cool, très facile, tu vois, à élever. Un boa constrictor adulte qui se trompe lorsque tu vas pour le nourrir avec une pince qui est trop petite, qui se trompe, qui te attrape la main, tu vas le sentir passer. Ça ne représente pas un danger réel dans le sens où tu ne vas pas aller aux urgences parce qu'il n'y aura pas besoin de point de suture ou quoi que ce soit. Ça va faire mal, mais ce n'est pas un gros danger. Le côté constriction, là, tu sais, où il attrape, il étouffe, on dit. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, la loi française dit qu'un constricteur de plus de 3 mètres, à l'âge adulte bien sûr, est supposé être vendu qu'à des personnes qui sont titulaires du certificat de capacité parce que à partir de 3 mètres, pour une personne seule à manipuler, mettons qu'il se mette autour de ton cou, il pourrait potentiellement avoir la force suffisante pour venir à bout d'une personne seule. Ouais. Mais ces serpents-là ne sont pas en vente dans les animaleries en France. Donc du coup, non, il n'y a pas de risque particulier. Pour bien relativiser, quand je dis dangereux, c'est parce qu'on a l'impression que le serpent, de manière générale, est un animal dangereux, parce qu'effectivement, il y a des grands serpents, parce qu'effectivement, il y a des serpents venimeux, mais ces serpents-là ne sont pas ceux qu'on pratique en terrariophilie de manière conventionnelle. Il y en a des terrariophiles experts, diplômés, machin, qui jouent avec ça, mais c'est pas le cas, en fait, des animaleries de monsieur, madame, tout le monde qui a un serpent chez lui. Non. A contrario, pour vraiment donner un esprit faut relativiser à tout le monde, un chien, aujourd'hui en France, statistiquement, est bien plus dangereux qu'un serpent. Un chat aussi, un chat qui est complètement apeuré et que tu essaies de maîtriser, il va griffer, et la griffure et la morsure d'un chat, si tu n'as pas des antibiotiques derrière, tu vas passer un sale quart d'heure. Ouais, tu peux tomber malade. Alors que les serpents, nombreuses fois, j'en ai qui m'ont mordu, j'ai retiré des petites dents de ma peau. Je désinfecte pas toujours parce que le travail oblige. Ça s'est jamais infecté. Je connais aucun de mes collègues qui a eu une véritable morsure qui s'est infectée complètement. Et puis en plus, la plupart des serpents, je veux dire la plupart, les gutes, les couleuvres, les machins, les petits serpents qu'on a, mais la morsure, ça fait 2 petits points. Ouais, c'est pas grand-chose. Y a rien du tout. Les boas, c'est un peu plus quand même, mais c'est tellement intelligent ce serpent qu'il sait très bien quand il mange et quand il mange pas. Donc si tu t'es fait mordre par ton boa de manière bien comme il faut, c'est que soit tu as mal lu son comportement et qu'il t'a fait comprendre qu'il voulait pas et que tu as insisté. Ou alors tu as mal géré le nourrissage, mais sinon les boas, voilà, même si c'est des gros serpents, c'est un peu comme un gros chien. Alors je connais pas assez les chiens, je peux pas te donner de race quoi que ce soit, mais comme un dog de Bordeaux par exemple, comme Pumba, il va pas te mordre pour aucune raison. Dire c'est pas bête quoi. En fait, la différence dans les deux, c'est que le chien, pour le dresseur, enfin le propriétaire, mal avisé, ou alors qui s'occupe pas bien de son chien, il crée réellement un danger. Même avec un petit chien, ça peut vraiment devenir dangereux. C'est pas le chien qui est dangereux, en fait, c'est le fait qu'il soit pas éduqué. Ça en fait, mais réellement, un chien qui mord, c'est une morsure de dingue. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment vénère. On a peur. Un chien qui aboie, il va tout de suite vraiment te mettre en panique. C'est pour ça qu'il y a des chiens policiers et qu'il n'y a pas de serpents policiers. Et ce qui est dingue, c'est que le serpent, pour autant, il y a énormément de phobie derrière. Les gens ont une idée reçue qui est terrifiante. Mais la religion, mec. C'est dans la Bible, le serpent tentateur, je sais pas quoi, je n'ai pas lu la Bible, hein, tu me le diras, mais dans la Bible, il a pas le beau rôle. Hein, il a vraiment une image comme ça qui est dégradante. Alors ça, c'est vraiment un sujet auquel je tiens, et tu sais que je tiens à ce sujet-là. Les serpents, il faut les dédiaboliser parce que en fait, c'est des animaux vraiment cool. Et ils sont mal connus, en fait, c'est juste ça. Ils sont mal connus. Et en plus, avoir un serpent,
au quotidien, c'est une expérience super cool. Ouais. Quand même à la manipulation, ceux qui aiment bien la manipulation, en général, le débutant aime bien vouloir toucher, manipuler. Manipuler une élève gutata, donc la couleuvre de base, dont on parle depuis tout à l'heure, le serpent des blés. Mais c'est hyper fun. La sensation dans les mains, Moi, le j'en ai comportement. J'en ai une, hein. Une Pantherophis guttatus. Tu vois, les gens qui disent c'est que pour les débutants, mais elle est hyper intelligente. Moi, chaque fois, ce que je fais, c'est que quand je veux la nourrir, je lui propose et je la tire en dehors du terrarium et je l'habitue. Je pose la souris devant, j'attends qu'elle vienne le chercher, etc. Elle la prend, elle la ramène avec elle dans son terrain, elle se promène avec. Ça a un côté fun, c'est un peu. Ouais, c'est des serpents rigolos, intelligents, sympas, vraiment actifs et tout. Non, c'est top quoi. C'est un serpent, le Pantherophis guttatus, qui est tellement cool. Il y a beaucoup de débutants qui commencent avec, mais tu as pas mal de terrariophiles super passionnés qui bossent qu'avec ça pour le côté aussi génétique, reproduction et tout. Il y en a que qui ça sont te allés sorte loin. des- Il y en a qui sont allés loin avec ça. Ah bah, Monsieur Rossel par exemple, Par exemple. Par exemple. pour ne citer que lui. Alors, ce que je te propose, Dis-moi. là, dans une seconde partie, là, on va prendre une pause, on va aller boire un café, on va faire une petite pub. Dans la seconde partie, on va répondre à la troisième question. Est-ce que c'est cher ? Ok. Et ensuite, tu vas nous présenter des bonnes espèces que tu proposerais pour débuter et comment ça marche pour ces espèces-là. Tu sais, dans les 3 grandes branches, donc côté couleuvre, côté python, côté boa. Avec plaisir. Ça te va ? Ouais, on fait ça, ouais. À tout de suite. Allez, à tout de suite. Loma Wild est une équipe qui travaille à mettre en avant la terrariophilie française. Depuis le début, nous avons réalisé un travail audiovisuel à travers tous nos contenus, nous avons bâti la salle tropicale et mettons tous nos efforts à votre disposition, à vous, terrariophiles, pour vous créer un contenu de qualité et pour vivre la terrario auprès de vous. À 100% autofinancé, vous imaginez bien que les frais sont conséquents et que ce n'est pas notre principale activité. Aussi, un coup de main de votre part serait le bienvenu. C'est facile, allez voir dans la description le lien Tipeee et en plus il y a des récompenses à gagner. On compte sur vous. Et bonjour tout le monde, Clément, est-ce que ça va toujours ? Ça va toujours, Mathieu. T'as la patate ? J'ai la patate, j'ai la frite. Eh ben écoute, c'est nickel, c'est nickel. Comme on l'a dit juste avant, là on va développer du coup, pour bien débuter les serpents, tu vas conseiller en fait quoi choisir côté couleuvre, Ok. côté python, côté boa. Déjà, il faudra expliquer ce qu'est les différences entre les 3. Même si python boa, pour les gens comme moi, voilà. Et tu as parlé prix aussi. Est-ce que c'est cher de débuter avec les serpents ? Je te laisse répondre à tout ça dans l'ordre que tu veux. Ok, on va parler prix. Ça peut être vraiment pas cher. Et on peut aussi dépenser des sommes folles pour commencer. Ça dépend comment tu veux t'équiper. Ça dépend également de ton côté bricoleur. Non, franchement, après, est-ce qu'il faut donner des tarifs, tu vois, aujourd'hui en 2023, je dis ça parce que ça évolue quand même pas mal, Ouais, les tarifs en ce moment. ouais mais c'est pour tout ça. Ouais, c'est vrai. Si tu viens avec un budget pour une petite couleuvre ou même un boa ou un python, en fait, quoi. Je veux dire, en moyenne, tu arrives avec 250, 300 euros. Franchement, tu repars, tu es bien équipé, quoi. Tu vois, tu es bien équipé. C'est sûr que si tu as un budget supérieur, on va pouvoir te mettre des LED vraiment classe, que tu vas même pouvoir garder toute la vie du serpent. On va pouvoir rajouter des UV parce que, on va en parler, mais c'est quelque chose de positif. On va pouvoir rajouter davantage de cachettes. On va automatiser certaines choses que tu pourrais faire manuellement. Mais je veux dire, on peut le faire avec un petit budget, sans couper un petit peu, sans faire de raccourcis dans le bien-être animal, les besoins, etc. et tout. Tu vois. Ouais. Mais si tu as envie de rien toucher quasiment et que tout soit programmé et que tu es tout d'un coup et que tu as un peu de budget, ouais, ça se fait, je veux dire. Avec un robot qui distribue les souris. Avec un robot qui distribue les souris. Il les chasse, c'est des souris sauvages, il les chasse, Exactement. il les tue et après il les Avec distribue. un petit nœud papillon. Ouais, c'est ça. Non, ouais, voilà. Donc L'homme à ça, bottes. pour le premier truc, effectivement, c'est possible de commencer les serpents avec pas grand-chose. On a dans les couleuvres, les prix, ça commence à 30 euros, 35 euros. Chez les pythons, forme type, 70 euros. Tu vois, un boa constrictor, 90 pour les formes type. Tu vois, donc bien sûr, il y a des tarifs qui sont super chers et tout sur des animaux qui sont très recherchés au niveau des couleurs ou quoi que ce soit. Mais ouais, on peut commencer avec peu de sous. Et en plus de ça, ce que je peux rajouter, c'est que chaque mois, ça va pas coûter grand-chose, quoi. Parce qu'on va pas changer la litière trop souvent.
On change que la partie qui a été souillée par les crottes et le pipi. Le pipi qui se cristallise d'ailleurs, donc en plus on retire cette espèce de petite meringue là, C'est solide. L'acide urique là, voilà. Et après on va nourrir une souris par semaine, en moyenne bien sûr. Donc ça coûte pas si cher que ça, franchement. Après le coût énergétique, franchement, on n'a pas des grosses lampes chauffantes avec des gros wattages qui pompent énormément d'énergie. C'est pas non plus un aquarium récifal avec des chauffages, des refroidisseurs, des machins. Donc franchement non. Sur les serpents, ça coûte pas si cher que ça. C'est pas non plus un chien. Et c'est pas non plus un chien avec 60 € de croquettes par mois, tu vois. Carrément. Ta question est comportée autre chose aussi. Tu m'as demandé quelles espèces, c'est ça? Ouais, alors, t'as parlé couleuvres, pythons, boa. Ouais. Ça, c'est sans mentionner du coup les venimeux avec les vipères, les élapidés. Les cobras, tout ça. Voilà. Non. Tout ça, on on peut déjà. commencer par des trucs dangereux. C'est ça. Là, ce dont on vous parle, c'est pas tout ce qui existe en serpent, c'est juste les 3 voies qu'on choisit, entre guillemets. Voilà. C'est ce qui est le plus souvent proposé dans une animalerie spécialisée ou non, quoi. Tu as souvent le python, et si on doit généraliser, c'est du python royal, du boa, donc boa imperator, parce que finalement, le boa constrictor est un peu plus rare que le boa imperator. Et en couleuvre, bien souvent, c'est des serpents des blés ou des faux corail, de Lampropeltis. Mm-hmm. Ça va vraiment être la base, quoi. La base qu'on retrouve un petit peu partout. Encore une fois, parce que c'est des animaux qui sont cool, qui sont très colorés, qui sont faciles à élever, qui ne sont pas spécialement mordeurs, tout ça, quoi. Et alors, ça va être quoi la différence entre ces 3 branches ? Oh, il y a beaucoup de différences comportementales, morphologiques, au niveau des couleurs. Je veux dire, tout change. Tu remarqueras que là, les mouches. Sérieux. Tu sais quoi, tu mets ton caméléon là, juste ici. Non, mais franchement. Sérieux, tu fous ton caméléon. Tes 2 caméléons là-dedans, là, paf, ils vont sabrer les. Non, mais attends. les mouches, non, mais quoi, ça fait combien ? Je sais pas combien de podcasts qu'il y a des mouches. Il n'y en a pas. Ouais. C'est au moment du podcast, je te jure, c'est insupportable. Je sais pas pourquoi. C'est à cause de ton café au houblon, à mon avis, ça doit les ramener jusqu'ici, tu vois. C'est un café ch'ti. Ah ouais, c'est un café ch'ti. Oh, j'en peux ça plus. te va bien. J'en peux plus, ça va devenir un running gag parce qu'en plus, on fait pas exprès, mais il se passe les choses en boucle ici. C'est vraiment extraordinaire. Après, c'est un peu les toilettes du chat juste ici, quoi. Faut pas le dire. Donc, moi, je le dis, parce que olfactivement parlant, c'est toute une aventure. C'est pas les toilettes du serpent, ça, voilà. c'est sûr. Donc, non, clairement pas. La différence entre un boa et un python sans transition, fuck you la mouche. Déjà, il y aura moins de différence entre un boa et un python parce qu'originellement, ils étaient sous la même famille, les boïdés. Tu vois. Avant, quand j'ai commencé la Terrario, on disait les boïdés, c'est les pythons, les boas. Aujourd'hui, tu as les boïdés, c'est les serpents, les pythonidés, les boïdés, c'est les boas, les pythonidés, c'est les pythons. Moi, je suis resté dans le truc, les boïdés, c'est la même chose, tu vois. Pour moi, c'est pareil, ouais. Ouais. Sauf qu'il y en a un, ouais. C'est des constricteurs, tu vois, et qui ont un comportement un peu similaire. Si on parle d'un boa et d'un python royal, ils vont avoir des déplacements qui seront assez lents, tu vois, sauf s'ils stressent et qu'ils ont besoin de se barrer, tu vois, mais ils vont vraiment bouger assez lentement, contrairement à une couleuvre qui est un petit peu plus saccadée, avec des mouvements un poil plus rapides pour la couleuvre des blés ou le Lampropeltis par exemple. Donc déjà là, au niveau comportemental, ça va être différent. Après, même si la plupart de ces serpents sont bien plus à l'aise la nuit, les boas et les pythons sont majoritairement nocturnes et la couleuvre est plutôt adaptée quand même en journée, elle bouge un petit peu plus, mais tout le monde va bouger la nuit, quoi. Donc ça peut jouer aussi un petit peu. Et après, tu as le côté morphologique où un boa constrictor, boa imperator ou alors un python royal, on va être sur des serpents qui sont trapus. Ce qui est l'inverse de ce qui te plaît toi. Tu vas aimer les serpents qui sont sveltes et longiligne. En règle générale, les couleuvres, c'est plutôt ça. Le Lampropeltis et la couleuvre des blés, pour citer que cela, on est sur des serpents longilignes, sveltes, avec une faible démarcation au niveau du cou, contrairement à un python ou un boa où on a une très grosse démarcation, on a une tête qui est bien plus structurée et c'est ce qui souvent séduit les gens qui partent sur ces animaux parce qu'on a une structure de tête un peu plus tangible, tu vois, une tête qui est bien là, quoi, avec un côté, un look qui plaît un peu plus, tu vois, un peu plus musculeux aussi, tu vois, parce que la gutata, elle est constricteur également, mais voilà, chez les boa constricteurs et tout ça, ouais, ce sera peut-être moins marqué,
Quoique j'ai vu des Lampropeltis floridana faire des trucs pas possibles où ils s'entourent complètement autour de la souris, tu la vois quasiment plus. Mais ouais, un boa constrictor ou un python, c'est sûr, vont avoir cette force très importante. En fait, boa python, on est plus sur la voie de la puissance. À mon sens, tu vois, la couleuvre, c'est plus l'agilité, c'est plus léger. Comme un gymnaste, et après, tu as les bodybuilders de l'autre côté. Tu vois, c'est ça. C'est un petit peu ça, quoi. Et ouais, voilà, je pense que ça peut se résumer à ça. J'espère que j'oublie pas un gros point complètement évident. Là, mais... on va reprendre les 3. Donc, côté couleuvre, on commence par la couleuvre. Serpent des blés. Qu'est-ce qu'il faut pour un serpent des blés? En fait, pour les 3, il va te falloir à peu près la même chose. Ah ouais? Ouais, il n'y a pas des grosses différences là. C'est-à-dire que. Plutôt terrestre les 3 et tout? Tu veux qu'on parte dans les. Dans l'install, je pensais que tu parlais de matériel technique, tu vois. Ouais, pour l'installation, je pensais, tu vois. Ouais, non, pour les 3, on va prendre un petit terrarium. Si on part sur un bébé, il faut toujours installer les bébés dans des plus petits terrariums. Même si on prend un grand terrarium avec beaucoup de cachettes, ça ne marchera pas aussi bien qu'un petit terrarium où il va se sentir sécure. Les grands terrariums ont aussi souvent, ils sont pas aménagés pour des petits serpents et les serpents arrivent à s'en barrer. Ils passent entre les vitres coulissantes, ils passent dans les passes-câbles, etc. Non, mettez des petits serpents dans les petits terrariums. Bricolez pas des trucs, ça marchera pas. Tapis chauffant et relié à un thermostat, évidemment. Même les petits tapis chauffants, oui, les tout petits, on peut ne pas les thermostater. Non, vous thermostatez tous les tapis chauffants. Tapis, il n'a aucune idée de combien il a besoin que vous chauffiez. Une couleuvre, c'est 28, un python royal, c'est 31. Ah bah oui, alors en fait, thermostater, pour expliquer vraiment l'utilité, c'est que si vous thermostatez pas, votre chauffage, il va tourner plein gaz. C'est ça. Parce qu'il est branché, il est alimenté, il tourne à fond le truc. Voilà. Le thermostat, il va vous servir à le réguler pour qu'il atteigne une température précise et qu'il ne s'en détache pas. Voilà. Donc ça, c'est pour le chauffage de base. Tu vois, chauffage en été, on peut fonctionner qu'avec ça. En hiver, pour bien souvent, ces animaux ont besoin d'une source de chaleur supplémentaire qu'on va souvent utiliser sous forme d'ampoule. Une ampoule chauffante. Et là, il y a plein de gens qui se disent « Ah ouais, comme les ampoules rouges là ». Ok, alors on va mettre un truc au clair. Les ampoules rouges, on utilisait ça il y a 30 ans quand on n'avait pas d'autre matériel parce que c'était utilisé dans l'aviculture pour les poussins. Tu vas m'attirer des ennemis sur cette chaîne là. C'est pas grave, tant pis. Comment ça, tous les passionnés des ampoules rouges, c'est ça, les machins, quand tu le mets, ton serpent qui était magnifique, qui devient d'un jaunâtre bizarre rouge. Les anciens de la Terrarios, ils sont très attachés à ça. Ils peuvent l'être. Moi, j'aime pas ça. Je trouve ça moche. Je préfère une belle ampoule halogène qui va quand même éclairer, certes, un petit peu plus orangé, mais au moins on voit les couleurs de l'animal, quoi. Aujourd'hui, on a des ampoules qui viennent concurrencer pas mal de lampes céramiques, ces lampes qui n'éclairent rien du tout et qui font juste du chauffage. Les DHP de chez Arcadia ou les Repticare de chez Zomed. Et plus récemment, nos amis de Reptile System ont développé... leur équivalent. Oublié le nom je de leur produit. Je l'ai plus non plus, je t'avoue. Mais voilà, c'est des chauffages qui créent très peu de lumière et qui vont chauffer en profondeur les animaux. En gros, tous ces chauffages que je viens de nommer vont avoir pour but de réchauffer l'air ambiant. Parce qu'en hiver, même si c'est bien chauffé chez toi, il ne fait pas 26 degrés chez toi, il ne fait pas 28 degrés. J'ai des clients des fois qui me disent « Chez moi, il fait 30 degrés !» Non, il ne fait pas 30 degrés chez toi, c'est invivable sinon. Donc il faut rehausser l'air ambiant du terrarium en hiver. En été, il fait tellement chaud en ce moment, hein, c'est peut-être pour ça que tu as des mouches. Du coup, on utilise simplement une pellicule chauffante qui va créer une température de contact. Donc là, on est sur la base de la base. Tu as un petit peu plus de budget, tu vas aller plus loin, on peut offrir à tes serpents un éclairage UV. Alors l'éclairage UV va faire la même chose que sur les lézards, il va au contact de ce rayonnement permettre au corps du serpent de développer de la vitamine D3. Alors les gens qui vont dire qu'on n'a pas besoin de la vitamine D3 parce que ça se trouve dans les viscères des animaux, il faut savoir que une proie congelée, si elle passe plus de 6 mois dans le congélateur, on n'a quasiment plus de vitamine D3 dedans. Donc ça, je le tiens de vétérinaire en chef Pierre-Maxime Delattre, donc ça vient pas de n'importe où. C'est notre vétérinaire préféré ici chez vétérinaire préféré, salut PM. Salut Pimax. Voilà, votre souris, ça fait plus de 6 mois qu'elle est dans le congélo, elle a plus vraiment de vitamine D3. Donc ça peut être pas mal d'enfiler à votre serpent sous forme des UV. La vitamine D3, on le rappelle rapidement, elle est responsable de la fixation du calcium qui se trouve dans l'alimentation sur les os des animaux. Et les gens vont dire, oui, mais mon animal, il est adulte, il en a du calcium, c'est bon. Le corps de l'animal, les muscles,
consomme du calcium. La production d'œufs aussi, la femelle, elle va puiser le calcium dans ses os. Donc on a un besoin constant de rajouter du calcium dans les os de son animal par le biais d'une proie de bonne qualité ou d'UV. Alors, pour restructurer... Ouais, parce que là, je me barre un peu. Ce qui a été dit. Ouais, merci. Il se barre, le gars. Pour restructurer, là, on a embrayé sur un passage que je voulais évoquer un peu plus tard. C'est la nourriture. Effectivement, les serpents, on va les nourrir avec des proies, avec de la souris de manière générale. Il y en a qui vont préférer le vivant. Nous, on a tendance à conseiller beaucoup plus du congelé pour éviter des bagarres, pour éviter des blessures, pour éviter ce genre de difficultés. Donc la souris, elle souffre aussi, qu'elle stresse ou quoi que ce soit, ça sert à rien. Aussi. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que l'UV va permettre aux serpents de développer certaines vitamines. Tout comme pour les lézards, voilà, c'est quelque chose qui est essentiel pour les reptiles, mais que comme le serpent mange des souris entières, avec les os, avec tout, en fait, il va retrouver ces éléments-là à l'intérieur de la souris qu'il mange, si cette souris est congelée moins de 6 mois. Donc quand vous achetez des souris, les congelez pas pendant 1000 ans, ça sert à rien. Achetez-en juste quelques-unes pour tenir quelques semaines, donnez-les à vos serpents, et ça va leur donner tout ce qu'il faut pour la vitamine D3. Voilà, ça c'est très 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 important à noter, c'est vital pour eux, ces vitamines-là. Et aussi un petit apport en UV, du coup n'est pas nécessaire, mais peut être un bon supplément pour vos serpents, parce que ça permet aussi de synthétiser cette vitamine, tout comme pour les lézards, voilà. Mais pas que, hein. Les UV ça permet de réguler le stress, hein. Les taux de cortisol dans le sang, qui est une hormone qui est relarguée par le stress, ça permet de mieux régler aussi le sommeil, la cicatrisation, l'appétit. Il y a vraiment, c'est une luminothérapie qui est complète, hein. Il y a vraiment c'est comme nous quand on va au soleil, quoi, tu vois. Voilà. Et pour être sincère avec toi, moi, tous mes serpents ont un UV au minimum zone 1. Voilà, alors ça, j'allais en parler, parce qu'on dit faut mettre des UV. Mais c'est comme si je disais faut mettre de la chaleur. Mais je mets combien de chaleur ? Je mets 28, je mets 30 degrés. Les UV, c'est pareil. Je mets de la zone 1, je mets de la zone 2, je mets de la zone 3. Donc là, il faut adapter. La plupart des serpents, en règle générale, on va dire que c'est de la zone 1, 2, rarement 3, quoi. Rarement. C'est pas des animaux qui s'exposent énormément au gros rayonnement UV. Il y en a quelques-uns, hein. Mais là, sur ceux qui nous intéressent, des animaux qui se cachent majoritairement la journée, qui ne s'exposent pas énormément. Donc zone 1, zone 2, c'est suffisant. Et le principe de l'UV, alors zone 1, zone 2, zone 3, tout ça, c'est une échelle qui s'appelle les zones de Ferguson, hein. C'est pas très compliqué. On sait qu'on est sur un podcast orienté débutant, donc vous imaginez pas que c'est hyper scientifique, tout ça, c'est très simple. C'est juste qu'en fait, vos UV, ils vont avoir un degré de puissance, un degré d'intensité, on appelle ça des zones. Il y a des fois, on appelle ça en pourcentage, on va dire c'est 6%, c'est 10%. C'est pas très compliqué. Et en fait, c'est juste que cette puissance d'UV, selon la distance à laquelle vous mettez votre serpent de cette UV, il faut pas que ça lui crame la tronche. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça. Donc voilà, c'est vrai que les serpents, de manière générale, c'est pas des animaux qui vont s'exposer énormément, qui ont un énorme besoin d'UV. Comme dit Clément, il y en a, mais dans ceux qu'on vise dans ce podcast, il y en a pas en fait. C'est voilà, quelque chose qui va être relativement faible, mais qui peut leur faire un petit apport. Puis ils vont le chercher, c'est-à-dire quand tu installes un UV, tu vas voir ton serpent aussi en journée aller chercher les UV. Donc ça l'oblige à sortir de sa cachette et tu vois en fait un comportement, une activité qui est plus importante quand il y a la présence d'UV que quand il n'y en a pas. Ah, là on embraye un sujet, c'est pas mal, je voulais en parler juste après, c'est le comportemental. Alors là, pour refaire le point du podcast, parce que c'est vrai qu'on part dans tous les sens, on va restructurer, on a parlé de l'état d'esprit qu'il fallait avoir quand on voulait un serpent. On a parlé de qui contacter quand on voulait un serpent. On a expliqué qu'il y avait plusieurs types de serpents, combien ça coûtait, qu'il fallait les nourrir avec certaines choses, qu'il fallait les équiper d'une certaine façon. Il y a une notion de comportement que tu viens d'aborder. Est-ce que, en débutant avec les serpents, on peut avoir différentes approches comportementales, on va en parler brièvement, avec son serpent? Tu veux dire comment tu interagis avec le serpent ? Oui, alors il y a ton interaction avec toi et aussi quel va être son caractère selon le type de serpent, tu vois ce que je veux dire ? D'accord, ouais. L'agressivité, on dit que c'est agressif, ce qui n'est pas vrai du tout. Ah ouais, ça je l'entends souvent, c'est agressif. Les gens disent ça parce que ils ont vu un serpent se défendre et comme ils savent très bien se défendre, ils se sont sentis agressés. Alors qu'en fait, il avait juste la trouille et qu'il s'est défendu.
mais voilà, c'est pas plus agressif qu'un Ouais. écureuil ou qu'un toucan. Et alors, par exemple, comment on nourrit un serpent? Comment ça marche? Comment ça marche? Alors, en terrariophilie, en règle générale, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des longues pinces et on agite une proie décongelée au bout de la pince. La pince, elle a 2 effets, 3 effets même. La première, c'est que déjà, elle nous met en sécurité pour être loin des dents. La deuxième, pour tout ce qui est python, boa, ils ont des fossettes thermosensibles qui leur permettent de ressentir la chaleur, tu vois, beaucoup plus fort que nous. Et si ta main s'approche d'eux et que ça sent la souris, ils vont détecter la chaleur, tout de suite ils vont te taper la main en pensant que la proie est là. Donc le fait d'avoir une pince, ça met encore de la distance pour permettre à l'animal de bien voir. Et pour des petits serpents, ta grosse main là qui s'approche, ça peut aussi lui faire peur. Donc une pince toute fine, également, ça peut aussi le rassurer en se disant « Ok, il y a juste une petite souris qui s'approche de moi plutôt qu'une grosse main qui arriverait à essayer « Vas-y, mange, mange ». Donc voilà, nous on fait ça plutôt à la pince. Après, chez Reptilis, donc comme nous on est éleveurs et qu'on élève des grosses quantités de serpents, lorsqu'on vient à la nourriture, alors pas en boutique, parce qu'en boutique j'habitue les serpents à manger à la pince pour qu'à la maison ce soit plus simple chez vous, mais à l'élevage, mes collègues, quand ils sont en train de nourrir des milliers de serpents, c'est pas une façon de parler, ils ouvrent la boîte, ils mettent le souriceau décongelé pour les bébés, ils ferment. Et voilà, et le serpent se débrouille. Il va sentir l'odeur de la souris, il va se promener dans le terrarium, il va la retrouver. Pas bête. Pourquoi dans ces cas-là est-ce qu'on lui donne à la pince? C'est pour aussi avoir ce côté interaction avec l'animal, tu vois. Voir le comportement qui nous attire, ce comportement de prédation sur la souris, tu peux l'amener un petit peu où tu veux, un peu comme une carotte avec un âne, et lui donner à manger, hop, il l'attrape, il le prend de la pince, donc ça a vraiment le côté, tu sais, c'est cool, c'est moi qui lui ai donné, tu pourrais lui donner la petite cuillère, tu vois, ce serait pareil, quoi. C'est un peu le même principe, quoi. C'est fun, tu passes un bon moment. Alors il y a des gens qui vont se dire, ouais, c'est horrible, tu te rends compte, c'est un bébé souris, oui, c'est un bébé serpent. Manger un bébé souris, quoi. Tu te réjouis de la mort de la souris. Alors, je me réjouis pas de la mort de la souris, mais aujourd'hui, je la vois plus, cette souris, comme étant un animal. C'est vrai, tu vois, je donne à manger à mon serpent, je vois mon serpent manger, mais je me dis pas, ouais, tiens, regarde, elle est en train de manger une souris, la classe, putain, c'est un gros rat et tout. Je suis pas là-dedans, mais c'est juste vraiment de voir le serpent se comporter comme l'animal majestueux qu'il est. Moi, il y a quelque chose d'intéressant dans le nourrissage à la pince. En fait, moi, je décongèle mes souris avec de l'eau chaude. Ouais. Je les décongèle dans l'eau. Il y a une plus-value, je trouve, là-dedans. Jamais faire ça, t'es fou. Parce que la souris, elle va être du coup hydratée et elle va apporter de l'eau au serpent qui va boire en mangeant. Clairement. Et il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est que du coup, moi, je la sors de l'eau, je la laisse tremper et je la secoue au moment où je la mets au bout de ma pince dans le terrarium. Et ça va balancer des gouttes partout. Et vous allez voir que votre serpent, là, c'est olfactif avec son organe de Jacobson, là. C'est quasi instantané. Il détecte son odeur tout de suite. Parce qu'il y a des gouttelettes de la souris, entre guillemets, qui vont partir partout. Ça va mettre des gouttelettes. Et d'un coup, il s'excite. Et il se contracte, il cherche partout. Il met sa langue partout. C'est extraordinaire. Moi, mon Goniosomox céphaloum, qui a déjà une belle taille aujourd'hui, c'est hyper impressionnant de faire ça avec lui. Je fais exprès de la mettre du côté du terrarium où il est pas en plus, c'est ça qui est drôle. Pour l'amener. Je la secoue et il la sent tout de suite. Il part tout de suite. Et là, il la repère. Il voit la chaleur. Je sais pas comment il fait. C'est extraordinaire. Et là, il saute dessus. Il la chope. Magnifique. Et des fois, il vient, il a la flemme, il y va tout doucement. Il se dit bon c'est la souris. Il l'attrape. Il attrape juste son museau. Et là, je me dis non mais t'es vraiment un flemmard toi. Et là, la pince, elle entre en jeu parce que je lui offre une petite résistance tremblotante. Ouais. Et il se dit non, mais elle est vivante en fait. Là, il fait son phénomène de constriction où il va se contracter autour de la souris. C'est très rapide. Il s'enroule autour. Il a compris ma mort. Et il le fait pas tout le temps. Des fois, il comprend que le truc, il résiste pas, il le fait pas. Et la pince, elle vous permet aussi de jouer avec ça. Et il va faire ce phénomène de constriction qui est en fait un instinct prédateur, qui se dit ça bouge, je le chope, je l'empêche de bouger, quoi. Carrément. Non, c'est ça. Moi aussi, je le fais naturellement. C'est vrai que tu vois une constriction qui est un peu incomplète. Tu te dis, alors, vas-y, tu peux faire mieux que ça quand même. Flemmard. Tu secoues un peu la souris et là, tu vois, ok, il se remet dessus, il resserre et tu te dis, là, c'est beau, là, c'est ça que je voulais voir, quoi. Ouais. Donc, clairement, j'avais oublié cet aspect-là. T'as bien fait d'en parler. Alors, il y a un outil qu'on vend tout le temps en animalerie, en reptilerie, serpent, tout ça. C'est le crochet. Ouais. Qu'est-ce que c'est un crochet? À quoi ça sert? Est-ce que c'est essentiel pour débuter? C'est pour tricoter des pulls, le crochet. Le crochet, c'est ça. Non, c'est ce qu'il y a à la main du capitaine Crochet. C'est nul. Nos blagues sont pourries, Clément. Embraye, parce que nos blagues sont vraiment merdiques. Le crochet, il a plusieurs utilités, mais la plupart du temps,
lorsqu'on vend un crochet, il ne sera pas utilisé pour son utilisation première comme tout le monde l'imagine, à savoir prendre un serpent par la queue et puis le soulever comme ça et tout. Le crochet, ça sert surtout pour des serpents qui sont très réactifs à les prévenir. Mettons, je veux aller manipuler mon boa imperator qui est une grosse gourmande. Je dis ça parce que je pense à une femelle boa que j'ai au boulot qui est une grosse gourmande. Il faut que tu la préviennes. Parce que les serpents n'ont pas de pupilles, n'ont pas de paupières, pardon. Et donc, du coup, je ne peux pas savoir s'ils sont en train de dormir. Donc, tu es obligé de les titiller un petit peu pour savoir tu dors pas, pour avoir leur attention. De façon à ce que... Pourquoi tu te marres là? J'arrive pas. Non, t'inquiète pas. C'est cette histoire de grosse gourmande et de la titiller, c'est toi qui... Ah d'accord. Non, je suis désolé, okay. C'est vraiment nul. Non, alors pour ceux qui écoutent en audio, c'est que Mathieu a un sourire pas possible là, et donc du coup ça m'a perturbé. Donc du coup, on recommence. Donc ça te permet en fait d'avoir un petit peu l'attention du serpent, de façon à ce qu'il n'ait pas de morsure, de prédation, de réflexe du style « Ah, je mange au cas où », parce que t'en as plein qui sont comme ça. Dans la nature, ils ont ce réflexe de je ne sais pas quand est-ce que je vais manger. D'accord. Donc autant que je mange tout de suite, parce que si ça se trouve demain, après-demain, la semaine prochaine, j'aurai pas à bouffer. Donc en captivité, souvent, ils ont ça. Et pour éviter la morsure de réflexe, tu vas les titiller, les toucher un petit peu, histoire d'avoir au moins la langue qui sort, pour qu'ils comprennent, tiens, ça sent pas la souris, ça sent pas le rat, au contraire, ça sent le palmolive. Si tu as bien lavé les mains, tout va bien. Et le serpent est pas en mode je vais manger. Et s'il est en mode un peu défensif, ouais, mais j'ai pas envie aujourd'hui, sauf que toi, tu as décidé que tu le sortais parce qu'il y a une espèce de grosse crotte, donc du coup, tu veux retirer la crotte, bah, tu peux tirer tout doucement le serpent grâce au crochet, pour qu'il soit près du terrarium. Et en règle générale, une fois qu'il est à cet endroit-là, il est plus facile de le sortir que quand il est au fond de son terrarium, bien à l'aise, bien détendu, et que toi, t'es courbé, pas à l'aise. Voilà, c'est un outil plus pratique comme ça pour prévenir les serpents, rapprocher les serpents, les ramener, tout ça, quoi. D'accord, c'est plus un outil d'aide qu'un c'est ça, ouais. Qu'un énorme essentiel, mais c'est toujours pratique. Ouais, moi des fois je m'en sers aussi. On a eu pendant un moment un magnifique Morelia viridis, mais qui était réactif, mais comme pas possible. Il mordait tout ce qui passait, et quand je voulais récupérer sa mue ou sa crotte, il m'en empêchait. Donc je prenais le crochet, je lui mettais le crochet devant la tronche pour l'empêcher de venir me mordre, quoi, hein. Et ça me permettait rapidement, hop, je récupère la crotte, je récupère la mue, je récupère sa gamelle d'eau, hein, je viens quand même room service, hein, mais non, là. Donc tu vois, ça sert aussi des fois simplement à récupérer un truc sur une bête qui est un peu caractérielle, un peu peureuse, quoi. D'accord, ça marche. Bon, je pense qu'on a fait le tour de l'essentiel pour débuter avec les serpents. On pourrait en dire encore pas mal, mais on a fait le tour des bases. On a fait le tour des bases. Ouais, c'est sûr. Alors Clément, je te dis un énorme merci. Un podcast pas de quoi. Orienté débutant, mais il en faut, et c'est bien. On est là pour vous. C'est vraiment pour ça qu'on fait tout ça. On fera d'autres podcasts ensemble sur les serpents, peut-être un peu plus stylés. J'ai quelques idées qui vont te plaire. Allez. Et on vous dit à tous très bonne soirée. Très bonne journée et force à vous.